Et si nous faisions enfin la lumière sur les mystères du ciel ? Il n'est jamais paru autant d'articles sur les ovnis et les extraterrestres. Ce qui obsède désormais l'opinion publique n'est plus de savoir si les ovnis existent ou non, c'est de connaître leur provenance, leurs objectifs et surtout la date à laquelle des diverses autorités gouvernementales vont dévoiler, enfin, j'ose dire, le matériel technologique et biologique dont elles disposent, paraît-il, suite à des crashs d'engins extraterrestres. Scientifiques, lanceurs d'alerte de l'armée et des services secrets ont ouvert le feu des révélations, bravant sarcasme et sanctions depuis les années 40. Et certains dirigeants nous promettent à présent la vérité. Alors, que nous soyons confrontés à des intelligences venues d'ailleurs ou aux applications secrètes d'une science purement terrienne, à des projections matérialisées de notre imaginaire collectif ou à des irruptions holographiques de notre humanité future, ces phénomènes nous interrogent de manière pressante sur le devenir de notre planète. On se retrouve tout de suite après cela avec nos invités sur ce sujet brûlant d'actualité. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Voilà, nous sommes vendredi saint de cette fin de semaine sainte et je ne suis pas persuadé que nous allons parler de choses particulièrement catholiques ce soir. Enfin, chacun pourra en juger comme il le souhaite. Je vois que tout de suite, ma première réflexion a permis de tout de suite planter un peu le sujet, le décor. Avant cela, chers internautes, Géopolitique profonde, la revue confidentielle, celle-ci est la 23e, c'est celle d'avril 2025. Alors on n'y voit pas des ovnis, des soucoupes volantes, mais des bombardiers, c'est plus prosaïque. Ils regardent vers l'est ou vers l'ouest. À mon avis, plutôt vers l'est, Macron, il est tout auréolé, nimbé, si j'ose dire, de ces fameuses étoiles, de ces pentagrammes européens. Il est assez jaune de teint et évidemment, il ne nous annonce rien de très bon. C'est un peu la façon de faire du The Economist sur Géopolitique profonde. Une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière, ce qui n'est pas du luxe en ce moment. La boutique est ouverte, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est Mike Borowski. Je me contenterai ce soir de mon GPTV, ça m'ira très très bien. La boutique est ouverte, ce qui veut dire que vous allez cliquer sous la vidéo sur les liens en description. Faites-vous plaisir, faites vos achats. Ce sont des produits dérivés. Nous sommes une communauté. Il est logique que nous ayons des produits dérivés. Voilà. Allez, je me tourne tout de suite vers l'essentiel, c'est-à-dire nos invités. Quelqu'un que je connais déjà bien, qui est de plus en plus connu de Géopolitique profonde, en particulier de ses matinales. Il s'agit de Charles-Maxence Layet, le fondateur de la revue Orps, auteur prolixe. Vous collaborez beaucoup avec Marc Daoud, évidemment, et Nexus, entre autres. C'est comme ça que l'on vous connaît un peu dans cette communauté. Mais vous êtes un auteur de multiples ouvrages, dont des ouvrages sur l'eau de Quinton. Plusieurs, je crois, d'ailleurs, à une certaine époque. Et puis, vous nous revenez, je l'avais annoncé sur une matinale, où nous avions, je crois, parlé des Drovnis. Et bien là, il s'agit du livre, justement, avec une préface de Didier Van Covelert, Le printemps des ovnis, Charles-Maxence Layet, l'hypothèse extraterrestre, les faits et le mythe. Il y a toujours un caractère scientifique et extrêmement sérieux, rigoureux, méticuleux chez Charles-Maxence Layet. C'est au First Edition.
Eh bien, bonjour Charles Maxence, bienvenue. Bonjour Nicolas, merci de cette invitation. Je suis ravi de pouvoir converser intelligence, hypothèse et puis aussi anecdotes croustillantes sur la question des soucoupes volantes ici ce soir. Eh bien oui, et puis quand même, ce livre, il vient tout juste de sortir. Oui, il est sorti fin mars. D'accord, donc on peut le retrouver... On le retrouve en ligne, on le retrouve dans les bonnes librairies. Bien sûr. Voilà. Il est présent. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, j'espère on va en parler pendant 1h30, pas uniquement de ce livre, mais en tout cas du sujet, évidemment, des ovnis. Donc, ça me permet de me retourner tout de suite sur ma gauche, Baptiste Friescourt, professeur à l'origine, et puis vous allez nous expliquer comment, à partir, on va dire, de 2017 à peu près, pour répondre aux interrogations de vos élèves. C'est ça. Vous allez vous intéresser à ces sujets dits PAN, phénomènes aérospatiaux non identifiés, c'est ça ? C'est ça. En 2017, pour remettre mes cours à jour, j'avais fait un grand sondage parmi les élèves pour savoir quels étaient les sujets qui les questionnaient. Et la question qui était revenue à chaque fois dans toutes les classes, c'était que sont les ovnis ? Et après avoir fait quelques recherches, j'étais très fier de leur dire que c'était une mauvaise interprétation des données, des hallucinations que les gens pouvaient voir. Et 2 mois après, en décembre 2017, le New York Times publie un article dans lequel il montre que le département de la défense américain dispose d'un programme secret d'étude des ovnis. Et donc j'ai dû retourner les voir pour leur dire non, excusez-moi, c'est réel. Il y a bien une réalité dans des cas rares. Il y a vraiment des plateformes avancées qui se promènent et on ne sait pas d'où elles viennent. Alors on peut dire qu'il y a une certaine synchronicité qui vous a alerté et interpellé. Et auparavant, ça ne vous intéressait pas du tout ce sujet ? Ah, mais c'est toujours pas un de mes intérêts fondamentaux. C'est juste que je leur ai donné ma parole d'honneur que je trouverai les réponses. Et donc, je travaille sur ce sujet depuis. Depuis pas mal d'années maintenant. En 2020, donc c'est là que vous avez d'abord une confirmation donc, avec le Pentagone. Et puis, vous fondez un journal associatif qui s'appelle Sentinel News. C'est ça. Et depuis, on s'est étendu aussi sur la recherche scientifique et on met au point des plateformes d'observation qui sont validées par les institutions pour pouvoir avoir des données de première main validées qui puissent démontrer la présence de ces objets. Bien. Bon, écoutez, vous allez nous faire profiter de toute la qualité de votre expertise, de vos recherches, de vos travaux durant cette émission. Et on va revenir après l'entretien un peu impertinent avec Charles Maxence Layet vers vous, évidemment. Merci, Baptiste. Charles Maxence, j'avoue qu'à l'origine, c'est un copain que nous avons en commun qui m'avait annoncé que vous alliez faire un livre sur ce sujet. Je m'étais dit, c'est étonnant, je connais un peu quand même Charles Maxence, je ne pensais pas que ce serait son centre d'intérêt premier. Et ben voilà, pourtant, un livre et peut-être d'autres à venir d'ailleurs, nous en discutions juste avant cette émission. Oui, tout à fait. Alors, le printemps des ovnis, c'est lié c'est venu de la revue Orbs, l'autre planète, puisqu'on a fait un numéro spécial, on avait fait un numéro thématique sur l'eau, on avait fait un numéro thématique sur le féminin, et on avait fait un numéro thématique sur la question du contact. La question du contact, donc autant avec tout le folklore qu'il peut y avoir autour, les imaginaires qu'il peut y avoir autour, mais aussi des recherches concrètes qui existent. On s'était fait l'écho notamment de Avi Loeb, un responsable du département d'astrophysique de l'université d'Harvard aux États-Unis, qui a monté tout un projet avec plusieurs millions de dollars qui s'appelle le projet Galileo et qui est passé par ce chemin-là parce que ça permet d'avancer alors que via l'institution c'était un peu bloqué et c'était compliqué pour avancer. Donc on a vraiment des travaux de recherche qui sont dans les tuyaux. On a l'actualité américaine assez intense depuis 2017 avec cette vague médiatique et ces articles qui paraissent en une du New York Times, de Politico et du Washington Post et qui lancent comme ça dans la plus grande presse américaine qu'il puisse y avoir d'un point de vue politique et généraliste, dans la grande presse, il lance le sujet UFO avec des informations et des révélations qui viennent comme ça contredire des décennies, ou en tout cas minimum 30 ans, de déni et de prise de position officielle du plus haut niveau de l'État américain, qui est de dire « ça n'existe pas, on ne s'y intéresse pas ». Et on découvre, ce que Baptiste relatait tout à l'heure, on découvre que, oui, il y a eu un programme secret, ou en tout cas, il y a un programme de recherche du Pentagone financé sur des deniers publics, 22 millions de dollars, et que depuis 2008-2009 et le lancement de ce programme, ça ne s'est jamais fini de s'y intéresser officiellement. Et ça déclenche une dynamique, une pression de l'opinion publique qui fait que
avec les années 2020, ça devient politique avec des sénateurs et des représentants du Congrès qui s'y penchent. Et il y a un lobby politique pro-UFO qui émerge au sein des élites et des institutions américaines et qui, du coup, rentrent vont chercher à faire bouger les lignes, la législation, pour que des informations classifiées, des informations classées secret défense, enfin ultra classifiées, soient accessibles au moins au niveau des élus qui surveillent l'opinion publique. Donc ça, c'est un peu la première partie du bouquin. Et à cette époque-là, dans Orbs Contact, on avait pris conscience de ces choses-là. Et puis derrière, on a sorti ce numéro thématique fin 2022, pardon. Et c'est suite à cela que Didier Van Kovlart a pris contact avec moi en disant mais comment se fait-il que toi qui travailles au Parlement européen comme assistant parlementaire, toi qui depuis 20 ans est journaliste scientifique spécialisé sur l'effet des ondes électromagnétiques et notamment des effets des ondes sur le vivant, depuis 10 ans tu as créé une maison d'édition pour lancer une revue qui est dans l'état d'esprit de la revue Planète qui existait avec les années 60, donc qui s'inscrit dans le réalisme fantastique, le merveilleux scientifique, moi à titre personnel, exactement, de Powell c'est Bergier, à titre personnel en tant que journaliste scientifique, ce qui m'intéresse c'est le réenchantement du monde, c'est comment en fait les découvertes et les recherches concernant l'infiniment petit, l'infiniment grand, l'infiniment rapide, l'infiniment lent, en fait, font bouger les lignes dans notre façon de voir le monde et on se rend compte que le monde, il est magnifique, il est merveilleux, il est précieux et on se rend compte qu'il y a des influences invisibles. Et c'est les influences invisibles qui vont faire que je vais m'intéresser au lobbying ou que je vais m'intéresser aux captures des politiques publiques et qui, pareil, font des stratégies d'influence pour pouvoir faire passer pour de l'intérêt général de stricts intérêts particuliers à court terme. Voilà. Alors vous avez trouvé que finalement le réenchantement du monde pouvait passer par les recherches sur les ovnis. Exactement. Le réenchantement du monde passe par le fait de dévoiler les illusions et de dévoiler les fausses croyances, pour renouer avec, si l'on peut dire, ce qui est sacré, ce qui est fondamental, et ce qui va, nous inspirer et nous nourrir. Et donc, il se trouve que, via le numéro de Orbs Special Contact, on découvre qu'il y a une vraie actualité du sujet, avec des tendances lourdes, et surtout que le sujet a plein de facettes. Et là, dans le cadre de cette enquête qui est un peu Tintin au pays des ovnis, hein, bon, je fais un peu mon déclaratif de conflit d'intérêts. Je n'ai jamais été enlevé, je n'ai jamais été contacté. Ça aurait été vraiment un conflit d'intérêts, en effet, choquant. Je n'ai jamais vu d'ovnis en tant que tel. Et à titre perso, tout comme Baptiste, j'ai pas de passion enfantine ou adolescente pour la question des extraterrestres et des ovnis. C'est un sujet qui peut m'intéresser en tant qu'esprit curieux, au même titre que énormément de choses qui vont de la géopolitique à la parapsychologie, quoi, grosso modo. Alors, avant d'écrire ce livre, est-ce que vous avez enquêté est-ce que vous avez fait comme vous êtes un professionnel, je connais un peu votre exigence de professionnel, de journaliste scientifique. Est-ce que vous êtes immergé un petit peu Tout à fait, c'est ça que raconte l'ouvrage. C'est vraiment une immersion de 2 ans dans les réseaux UFO, dans moi je dirais plutôt la communauté UFO en général. Il y a une communauté UFO. Il y a une communauté UFO qui a plein de chapelles, qui a plein de visages différents. Ouais. Et cette communauté ufologique, hein, c'est le terme qu'on va donner à ceux qui s'intéressent à la question ovni, à la question extraterrestre, où on va autant avoir des sceptiques ouverts ou des sceptiques purs et durs. On va aussi avoir des personnes un peu exaltées. On va avoir des chercheurs scientifiques, autant d'un point de vue physique, ingénieurs, polytechniques ou autres, enfin, qui ont des pédigrés académiques extrêmement solides. Et puis surtout, dans le cadre de cet ouvrage, j'ai mené une 50aine d'entretiens, des entretiens biographiques avec des personnalités connues ou anonymes du champ de l'ufologie, de la communauté des réseaux UFO en France, en leur posant un peu des questions sur comment ils se sont intéressés au sujet, quel était un cas qui leur semblait le plus marquant, et aussi qu'est-ce qu'ils pensaient de l'actualité américaine. Et j'ai repris une 15aine d'entretiens comme ça dans le cadre de cet ouvrage. Et puis donc dans l'ouvrage, on passe comme ça donc en revue l'actualité américaine, ce que moi j'appelle le roman feuilleton américain, grosso modo. Alors il y a 4 grandes parties et vous allez, s'il vous plaît, nous en parler un petit peu de ces 4 grandes parties. La nouvelle vague américaine. C'est en ça. Deuxième partie, il n'y a pas que l'Amérique, Non. contrairement à ce qu'on s'imagine. C'est pas obligatoirement le terrain privilégié des apparitions d'ovnis. Le 2, c'est la France, terre d'ovnis. C'est ça, terre des ovnis. La France, n'oublions pas, hein, la France, pays des Lumières, c'est aussi peut-être le pays des Lumières dans la nuit. Et en fait, c'est pas simplement qu'une vue de l'esprit ou un jeu oratoire ou rhétorique. Il y a une vraie
influence française sur la question de l'ufologie, au sens où les autres pays du monde, États-Unis inclus, ont tendance spontanément à considérer la France comme étant le pays le plus à la pointe, le plus à l'avance dans sa façon d'approcher le sujet. Plusieurs raisons à cela. Oui. Premièrement, parce qu'on a eu, dès les années 50, alors que le sujet commence à devenir populaire et grand public aux États-Unis, c'est la même chose en France, notamment parce qu'en 1954, en octobre-novembre 54, pendant 3 semaines, 4 semaines, on a plus de 3000 observations qui se passent dans les campagnes, dans les régions de France. Ça fait les gros titres de toute la presse régionale. On a des rubriques spéciales dans la presse du dimanche, dans la presse nationale. Ça s'appelle le courrier des soucoupes, par exemple. Et on a énormément d'observations d'OVNI, donc des rapports aux gendarmes et ainsi de suite. On a fin octobre, le sujet est tellement bouillant qu'il y a des députés qui posent des questions. De mémoire, à l'époque, c'était Mendès France, le Premier ministre, à Mendès France, et ça génère en France le premier bureau des OVNI qui s'appelle la CEMOC, qui était donc une unité de l'armée de l'air, qui est chargée un peu de compiler, de rassembler les informations. Derrière, on a des auteurs comme Jimmy Guilleux, qui était un auteur de littérature de genre et notamment ufologique. C'était Les Hommes en Noir, qui a fait les Beaux Jours de Ciel Montmardi dans les années 80. On a Aimé Michel, qui s'est retrouvé à faire partie de l'équipe de Planète, qui était un esprit érudit, scientifique, philosophique, qui produit aussi des ouvrages en 55-56. On a des ouvrages sur la question des ovnis, des mystérieux objets célestes, comme on disait à l'époque, d'où le terme CEMOC, section d'études des mystérieux objets célestes, MOC. C'était le terme suranné des années 50, mais qui garde un charme certain. Les mystérieux objets célestes, donc l'armée de l'air en France enquête sérieusement là-dessus, au même titre que ce qui se passait aux États-Unis. On a des figures en France qui signent des ouvrages qui sont des vrais succès populaires en termes de vente et qui sont même traduits aux États-Unis et qui aussi font un carton en termes d'audience et de vente. Aimé Michel, Jimmy Guilleux, et on a un spécialiste aussi qui s'appelle Plantier, qui lui est une grenouille autour du nucléaire et qui lui spécule et postule sur les technologies nucléaires qui pourraient expliquer la vitesse, la propulsion, le comportement de ces objets. Il faut savoir par rapport à la vague de 1954, qui mérite vraiment d'être, à mon sens, c'est un événement historique qui, par rapport à l'étrange et l'inexpliqué, mériterait d'être enseigné à l'école. Dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire et dans les collèges. Au même titre que la Seconde Guerre mondiale. Peut-être qu'on va y consacrer moins d'heures, mais ça mérite d'être relaté. Il y a 300 rencontres rapprochées qui sont relatées dans la presse. Alors peut-être qu'une partie d'entre elles ont été un peu inventées, un peu arrangées par des piliers de bars dans les villages qui avaient envie de se mettre en avant, vu commence à proliférer un peu partout, puisqu'on voit passer l'info dans la presse, l'anecdote, et donc une semaine plus tard, on va dire « moi aussi j'en ai vu un », etc., etc. Mais il n'empêche qu'on a des cas extrêmement solides et que ça pose une approche napoléonienne, vraiment très structurée, préfectorale de la question OVNI en France. Et ensuite, avec les années 77, en France, fin des années 70, c'est en France qu'est créé le premier service non militaire qui s'intéresse à la question OVNI et qui est un service civil officiel, c'est le GEPAN, qui est créé en 77 en France. Et derrière, on a d'autres structures qui se mettent en place en France. On a des rapports qui sont considérés comme des rapports très importants à l'échelle internationale, même si en France, la grande presse s'en est moquée quand ils ont été publiés, notamment le rapport Cometa en 1999. Et puis, dans les acteurs qui ont pris position sur la question OVNI et des soucoupes volantes et qui fait que, et avec des rapports ou des notes qui disent on doit s'y intéresser, c'est important, il y a un enjeu géostratégique, il serait malvenu que de vouloir tourner la page et regarder ailleurs. On a l'IHEDN qui a en 76 produit une note qui participera d'ailleurs de donner le feu vert à la création du GEPAN en 1977. C'est des gens de l'IHEDN, des auditeurs donc, de cet institut des hautes études défense nationale qui sont derrière le rapport Cometa en 1999 et régulièrement à l'IHEDN, il y a encore eu des rencontres récemment quant à l'état-major, à des états-majors militaires sur les questions stratégiques en France qui continuent à suivre ça de très près. Pourquoi ? Parce qu'on a des pilotes de chasse, on a des professionnels de la défense qui dans le ciel font des rencontres. Et ça n'est pas propre aux États-Unis, ça se passe aussi en France, ça se passe aussi en Italie, ça se passe aussi au Japon, ça se passe dans tous les pays. Et puis il y a la qualité du témoignage, vous parliez des piliers de bistrot, mais là c'est vrai que quand on a affaire à des officiers, et qui pilotent des engins qui coûtent plusieurs millions et qui souvent et parfois ce qu'il voit, il le voit bien en tout cas. Oui, et surtout quand on a des éco-radars. Quand on a aussi des instruments qui vont détecter qu'il y a des anomalies et qu'on a donc des données croisées
observation humaine, observation instrumentée, qui convergent, même si c'est pris à des endroits différents par des équipes qui ne se connaissent pas et qui ne savaient pas que quelqu'un d'autre détectait quelque chose. C'est quand on recoupe les infos entre elles qu'on se rend compte que, en fait, à tel endroit et à 300 km de distance... Le pilote fait le témoignage, mais il y a Exactement. un radar qui, C'est à ça. des centaines de kilomètres, a vu Et d'ailleurs, quelque chose. quand on a les révélations US et les coups de tonnerre en 2017, ça s'accompagne de vidéos du Pentagone qui ont été pris en vol par les avions de chasse avec des caméras infrarouges ou des systèmes de mesure qui ont pris en flag, en plein vol, loqués ou pas loqués, qui ont pris ces objets-là. Donc on a les pilotes, les engins embarqués sur les avions de chasse, plus dans certains cas, un cas sur deux à peu près, ou un peu plus parfois, les équipes à bord des porte-avions, puisque ça se passe comme ça au niveau de l'aéronavale américaine, qui vont confirmer qu'il y a quelque chose au niveau de l'éco-radar, quoi. Alors ça, c'est on a les Américains, les Français. La troisième partie, c'est tous contactés, parce qu'en fait, au niveau de la grande histoire sur le sujet... Donc là, c'est des rencontres vraiment rapprochées. Voilà, exactement. On ne va pas faire d'humour tout de suite grivois sur cette approche-là, Nicolas, je vous le précise. Donc, en fait, sur la question, la grande histoire de la divulgation, ou en tout cas du fait de laisser sortir des informations par rapport à ce qui se passe en termes de rencontres avec quelque chose d'autre qui ne serait pas humain ou qui dépasse nos technologies actuelles dans le ciel ou ailleurs, c'est que c'est d'abord militaire avec les années 40-50. Et en fait, notamment avec la vague de 54, on voit très bien, en France en tout cas, l'ufologie devient populaire. C'est-à-dire c'est dans les campagnes, puisqu'à l'époque on n'a que 25% de la population qui habite dans les villes, c'est dans les campagnes que donc les gros des rencontres se font, avec des témoignages des gens, avec Germaine qui va nourrir les poules, René qui est sur son vélo, vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et puis les adresses sont timides. Voilà. Et puis ensuite, avec les années 60-70, on commence à avoir des témoignages de gens qui disent qu'ils ont été enlevés, qui ont vu des choses, il s'est passé quelque chose, ils reviennent avec leurs vêtements qui sont abîmés, ils ont leurs voitures qui sont pas au même endroit, voire leurs voitures qui sont abîmées aussi. Enfin bref, il y a des marques physiques qui accompagnent des témoins. Ils vont avoir des réveils nocturnes, des sueurs froides, un peu une sorte de malaise ou de cauchemar pendant la nuit. Ils vont voir des psys, ils font de l'hypnose, et là, il y a des souvenirs qui remontent d'enlèvement, et avec un récit qui est très structuré, mais ça concerne monsieur et madame tout le monde aussi. Hein. Et donc, ce qui fait qu'on voit qu'avec les années... et puis, donc, il y a quelques cas dans les années 60, quelques dizaines avec les années 70, quelques centaines avec les années 80. Ça augmente. Et ça devient quelques milliers avec les années 90. Ils prennent l'habitude, les extraterrestres, de rencontrer et donc, les en humains. tout cas, voilà, on est avec... et ça devient comme ça extrêmement populaire, distribué dans la population. On estime aux États-Unis, par exemple, qu'il y a... Enfin, ça, c'est des enquêtes qui ont été faites dans les années 90. Il y a eu des sondages à grande échelle, qu'une personne sur 50 coche les différentes cases, cauchemar pendant la nuit, sensation qui vous a manqué du temps, impression que vous avez des visites dans la nuit dans votre chambre, qui coche comme ça, qui coche les cases et les indices d'un enlèvement sur la population américaine. Donc le truc devient un phénomène de masse, et ce qui fait que la question UFO échappe à un contrôle militaire, échappe à un strict contrôle du contrôle de l'information tel que ça se déroulait dans les années 50. Ouais. Peut-être qu'il y a des tentatives de récupérer l'information ou de l'orienter en semant des graines qui vont amplifier les histoires. Il y a des bases souterraines, il y a des hybrides, il y a des projets d'invasion de la Terre. Oui. Donc il y a tout un mythe et un récit, un folklore qui se développe, y compris avec les années X-Files, avec les années 90, qui fait que, aujourd'hui, ayons conscience que 70% ou les 3/4 des choses que nous pouvons avoir dans notre imaginaire quand nous pensons aux soucoupes, quand nous pensons aux petits gris, quand nous pensons aux extraterrestres, est en fait lié à de la fiction américaine, à de la fiction anglo-saxonne qui nous a biberonné et dans laquelle on a baigné en termes de champ culturel, en termes de bain d'information culturelle. Mais toujours est-il que, en tout cas, les enlèvements, c'est une façon de faire vivre quelque chose à des gens qui court-circuitent le contrôle militaire sur l'information. Et avec les années 2000-2010, là, on se retrouve avec des politiques qui, aux États-Unis en tout cas, qui jouent le jeu de vouloir accéder à l'information, que les données qui sont disponibles soient déclassifiées. Donc on fait sauter le secret défense. On fait sauter le secret défense. En tout cas, il y a une volonté. Le public a besoin et a le droit d'être. Il y a une volonté de lever les tabous et de lever les blocages qui
beaucoup de personnes vont estimer que ça n'a plus de raison d'être. Et donc, parce que l'enjeu, c'est effectivement que qu'est-ce qu'on fait de l'argent si on a un choc existentiel, ou si en tout cas on a une confirmation au plus haut niveau de l'État, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, que la vie ailleurs existe, que des technologies qui nous dépassent de très très loin nous côtoient, nous visitent depuis très longtemps. C'est-à-dire parce que c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que la question des soucoupes volantes débute avec Roswell, débute avec les années 45, 47, débute en gros avec une aviation moderne et aussi militaire liée à la Seconde Guerre mondiale, alors qu'en fait, depuis, on a eu des archivistes, on a eu des chroniqueurs qui ont remonté dans le temps et qui voient que dès le Moyen-Âge, on a des observations de nefs dans le ciel. Et quand on remonte un peu plus loin, il y a aussi des indices dans les civilisations du texte, les textes sacrés, les Vimanas dans la tradition. De quelque chose qui pourrait ressembler à des apparitions d'extraterrestres. Voilà, le chariot d'Ézéchiel, les Vimanas, les roues dans le ciel des textes védiques indiens, etc., etc. Donc il y a des indices qui ressortent du lointain passé et qui suggèrent qu'effectivement, donc depuis très très longtemps, nous sommes visités par des personnes, par des êtres plus sophistiqués que nous ou plus avancés que nous. Et là, maintenant, les dernières tendances, ça, c'est ce que j'évoque sur la fin de l'ouvrage. Oui. C'est ce que j'appelle les inconclusions. Je me suis permis ce néologisme pour ouvrir un peu l'esprit. Alors oui, c'est prendre de la hauteur. Il faudra m'expliquer ce que c'est que le stratagème de l'éléphant volant, entre autres. Ouais, ben c'est justement, c'est ça. C'est-à-dire que si vous pensez soucoupe volante, vous avez une image qui se forme dans votre tête et il y a des choses qui s'imposent à vous qui vont venir spontanément en termes d'automatisme. Mais plutôt que de penser soucoupe volante, pourquoi on n'appellerait pas cela? Moi, j'ai été marqué d'un point de vue scientifique par l'énergie noire ou par l'énergie sombre. C'est-à-dire qu'en gros, 99% de la nature de l'univers, on ne sait pas ce que c'est, et on ne sait pas ce que c'est un truc, c'est un machin, mais au lieu d'appeler ça un truc ou un machin, on appelle ça l'énergie noire ou l'énergie sombre, d'accord? Et donc là, on va appeler ça une soucoupe volante, comme on appelait ça des mystérieux objets célestes il y a 50-70 ans, par exemple, en France. Là, depuis quelques années, on utilise l'expression tic-tac, on utilise les expressions de vaisseau. Si on voit ça comme un éléphant volant, au niveau du cerveau, parce qu'on n'utilise pas les mêmes mots, ça ne fabrique pas les mêmes associations d'idées dans la tête. Donc c'est une façon, en gros, de faire un clin d'œil pour amener un peu de légèreté sur le dossier et surtout pour faire ce pas de côté un petit peu, c'est une licence artistique, ce pas de côté qui permet de retrouver un peu de liberté sur le sujet, parce qu'en fait, ce sujet, ça c'est ce que beaucoup d'ufologues nous disent, c'est que la manière dont il se présente, il a de multiples formes. Comme il a de multiples formes, ça veut dire qu'il est capable de changer de forme. Dans le langage un peu compliqué, on va dire qu'il est polymorphe. Ouais. Il se présente à nous de plein de manières différentes. Et donc, comme il se présente à nous de plein de manières différentes, et qu'il semble relié, ou il semble qu'il y a un lien entre notre état de conscience, ce que nous pensons, ou ce que nous pensons du monde, et la manière dont il se présente à nous, faire le pas de côté de penser de façon un petit peu artistique ou surréaliste, eh ben, ça va nous permettre peut-être, osons cette expérience de pensée, ça va nous permettre peut-être de faire bouger les lignes dans la manière dont ils vont se présenter à nous. Bien, je rappelle donc le printemps des ovnis, l'hypothèse extraterrestre, les faits et le mythe. C'est First édition. C'est bien ça, First édition, voilà, avec une préface de Didier Van Covelart, Charles Maxence Layet. Alors, Baptiste Briscourt, dites-nous un petit peu ce que... vous l'avez lu déjà, ce livre? Oui. Alors, qu'est-ce que vous inspire là, le développé de Charles Maxence? Ce qui est très intéressant, c'est que tous les deux, on a récemment découvert le sujet en profondeur, et on a chacun abordé le sujet de notre continent à nous. Oui. Et en fait, on a constaté la même chose. Non, qui n'est pas du tout le même. Mais vous êtes rejoints. Et on a observé la même chose, c'est-à-dire qu'on a un continuum où il y a énormément de phénomènes qui sont mélangés, ce qui est parfaitement normal en science, parce que vous avez une façon de voir le monde et des anomalies à l'intérieur, et c'est en comprenant ces anomalies que vous augmentez votre compréhension du monde. Et en fait, on a un tas d'anomalies qui a été laissé de côté par la science, et du coup qui a été repris par des façons de concevoir l'univers d'une façon spirituelle, d'une façon de renforcement personnel, et tout se mélange et tout s'imbrique à l'intérieur. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce livre-là, c'est que ça fait économiser des années de parcours de cette communauté ufologique à quelqu'un qui découvrirait le sujet, puisqu'on a la carte du territoire qui est délivrée au lecteur. Alors,
puisque vous avez l'un comme l'autre découvert le sujet assez rapidement. Est-ce qu'il y a, moi j'aimerais qu'on ait quelques anecdotes, évidemment, ça c'est mon penchant de journaliste, est-ce qu'il y a des événements relatés qui vous ont amené quand même, un peu plus que d'autres, à vous intéresser au sujet et à vous dire, ben oui, il y a quelque chose? Alors, personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est de voir les rapports du renseignement militaire américain avant qu'ils imposent le silence sur le sujet. C'est-à-dire qu'à partir des années 60, le renseignement comprend qu'il y a une possibilité de manipulation de l'opinion par l'URSS à l'époque, en utilisant les ovnis qui se sont propagés dans la culture populaire. Mais avant cette période-là, l'armée de l'air est très ouverte sur le sujet. Ils en parlent sans le cacher spécialement à l'opinion publique. Plus que ça, ils mènent des enquêtes publiques, ce qui est complètement dingue quand on sait le niveau de secret qui est sur le sujet des ovnis à l'heure actuelle. Oui. Mais ils publient des mémorandums à la presse en 1949 disant... Les pilotes ont observé ça, on a envoyé des agents de renseignement sur le terrain, ils ont récupéré des débris, on fait examiner des débris par les laboratoires, et ils décrivent exactement, en noir sur blanc, leur process. Tout le monde peut trouver ce rapport, ça s'appelle le Project Saucer, ça a été publié en 1949. Et c'est là où le doute, pour moi, s'est levé. C'est « Ah, je comprends, d'accord. » Ils ont en fait commencé par travailler scientifiquement sur le sujet pour rassurer la population. Et en fait, ils ont senti qu'ils n'arrivaient pas à maîtriser ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas les intercepter en vol. Quand ils interceptaient en vol, ça pouvait se finir dramatiquement pour leurs pilotes. Et donc, il fallait trouver un moyen de cloisonner ce sujet-là et d'éviter qu'il se répande dans la population. Et c'est là où moi, j'ai réellement compris. Toi, qu'est-ce qui t'a fait percuter cette... Bon, il y a évidemment l'actualité américaine depuis 2017, ça c'est certain, au sens où, symboliquement, ou par rapport à l'exercice du pouvoir, et travaillant à cette époque-là au sein du Parlement européen, mettre en place des auditions au sein du Congrès américain sur la question des ovnis, et en gros, entre 2021 et 2024, il y en a eu 4 auditions. Donc il n'y en a pas une seule. Et avec des personnes qui lâchent quand même des grosses infos, sous serment, et dans un contexte américain, le serment au sein du Congrès, c'est pas une mince affaire, et ben ça c'est quand même très... comment dire, ça interpelle. Ça interpelle. Et en corollaire ou en regard de cela, le fait que tout le monde, pardonnez-moi l'expression, serre les fesses en France sur le sujet, ou que c'est un silence, un silence de plat pays au sein du Parlement européen sur le sujet, alors qu'on en parle aux États-Unis et qu'il y a... Au Parlement européen, vous témoignez, on n'en parle pas. Ben non, enfin, au sens où ça fait... C'est pas qu'on n'en parle pas, c'est que ça n'est pas un sujet. Donc ça n'apparaît pas dans les débats. Il n'y a pas de volonté... Pas de séance publique où on parle... Non. Il y a un député en courant 2023, qui s'intéresse au sujet, un député européen, je le relate dans l'ouvrage, puisque je travaillais avec lui. Disons, je suis allé le voir, j'ai fait sa connaissance, et j'ai été présent dans la mise en place de la conférence qu'il a mis en place en mars 2024. Donc, il y a un député européen qui était plutôt sceptique, ne s'intéressait pas au sujet non plus, mais qui, dans une logique d'honnêteté intellectuelle ou de géostratégie, ça fait l'objet d'auditions au sein du Congrès américain. Il y a des députés au Japon qui abordent le sujet. Ça fait partie des réunions entre l'alliance des Five Eyes sur le renseignement en matière de suivi de ces phénomènes et de ces technologies et ces appareils qui vont plus vite que tous nos avions réunis dans le ciel, qu'on n'arrive pas à intercepter. Et l'Union européenne, elle est dans la stratégie de l'autruche à mettre la tête sous le sable. Ça ne va pas. Alors, Baptiste, dites-moi, je vais essayer de diriger un peu les débats si ça ne vous dérange pas. J'aimerais qu'on ait un petit développement aussi sur qu'est-ce qui... on dit, il y a tout un tas de choses dans la littérature, ça ne tient pas la route. Voilà. Mais... Et moi, j'aimerais savoir, et j'aimerais quelques anecdotes, je vais insister, et j'espère pas durant toute l'émission, sur des éléments qui vous ont quand même convaincu qu'il y avait quelque chose qui ne pouvait pas se réduire à une forme d'hallucination. Parce que moi, je vais vous dire, j'ai encore des doutes, pour tout vous dire, sur l'existence des ovnis. Je me dis, il y a peut-être des hallucinations collectives, beaucoup d'imagination, des choses qui pourraient s'expliquer par des ballons-sondes. Après tout, il y a énormément de médias qui en parlent. Qu'est-ce qui vous a, vous, convaincu, et je poserai aussi la question à Charles Maxence, que non, il y avait réellement autre chose? Un des meilleurs cas qu'on a à disposition, c'est le cas Cash Landrum. On est dans les années 80 aux États-Unis.
et une voiture est dans la campagne, deux femmes avec un enfant à l'arrière, et elles observent un objet dans le ciel. Elles sentent leur peau chauffer à l'intérieur du véhicule, elles sortent, elles se sentent baignées par une sorte d'émanation qui sort de cet objet-là. L'objet part, encadré par ce qu'elles décrivent être des hélicoptères, et dans les jours suivants, elles vont contracter des symptômes de radiation. Elles vont faire observer ces symptômes par les médecins. Elles, pensant que les hélicoptères viennent de l'armée de l'air, vont porter plainte contre l'armée de l'air en disant « Vous avez fait une expérience et ça nous a touchés ». Une enquête sera menée qui va disculper l'armée de l'air. Et c'est une sorte de seule preuve légale qu'on ait qu'en fait, cet objet ne faisait pas partie des forces armées américaines. D'accord. Donc, on est sur le territoire américain. Un objet est vu par plusieurs témoins. Il irradie ces témoins. Ces témoins présentent les mêmes symptômes. Le véhicule est aussi atteint par ces radiations, puisque la peinture commence à se décrocher. Et l'enquête qui est derrière et qui est menée par les institutions américaines montre que ce n'était pas un appareil américain. Et donc là, pour moi, ça fait partie des meilleurs cas canoniques qu'on peut avoir sur le sujet, puisqu'il y a vraiment eu une enquête qui a été faite et qui a été poussée très très loin, puisqu'on avait des dommages sur les témoins. Et donc là, on a la corroboration de plein d'éléments différents qu'on trouve individuellement dans plein de cas. Un objet capable de rester sur place sans signe de propulsion, des capacités d'irradiation, alors qu'il y a quelques prototypes qui ont été imaginés dans les années 50 d'avions qui auraient été capables de se propulser avec des réacteurs de thorium, mais c'est resté à l'état de papier. Et là, on n'est pas du tout devant ce type de propulsion-là. On a des témoins qui portent plainte publiquement, ce qui s'est très rarement passé, puisqu'elles ont été atteintes. Et on a eu l'enquête judiciaire qui est arrivée derrière pour confirmer ce n'est pas un objet américain. Donc là, vous avez en effet tout le processus. Charles Maxence, vous le connaissiez déjà, ce cas-là ? Oui, mais c'est un cas qui est terrible. Et je crois d'ailleurs que les femmes ont obtenu un dédommagement. En tout cas, il y a une prise en charge officielle qui leur a été fournie par l'État américain au nom des maladies dont elles ont été victimes et qui correspondent à la maladie des rayons, hein, grosso modo. Oui, parce que souvent, il y a irradiation dans les cas de rencontres. Souvent. En tout cas, on a de plus en plus de cas qui commencent à sortir. C'est comme s'il y avait un tabou là qui est en train de tomber depuis 3-4 ans maintenant. Les cas étaient là, mais soit ils étaient cachés, soit ils étaient confidentiels au sens connu de quelques-uns. Pas forcément classifiés, mais juste connus de quelques-uns. Et puis, petit à petit, à force de les rassembler ensemble, là, les travaux de compilation de données qui ont été faits aux États-Unis, en tout cas, arrivent à des chiffres de 900 personnes qui présentent déjà des maladies, des déséquilibres au niveau de leur organisme, du fait de leur exposition, d'avoir été témoins d'un objet volant non identifié. Alors après, est-ce que c'est à cause d'une radiation radioactive? Est-ce que c'est lié à une exposition micro-ondes et donc on est plutôt sur un problème électromagnétique au sens assez classique, pourrait-on dire, quand on prend en compte les troubles et les syndromes qui vont être liés à une exposition à de la pollution électromagnétique classique. On distingue, on va dire, ce qui est ionisant et ce qui est non ionisant, hein, tout simplement. Et en tout cas, on a des effets sur le corps, on a des effets sur le métabolisme. Moi, ce que je trouve très intéressant, et ça fait partie pour moi, en tout cas, des choses que je trouve absolument captivantes, c'est quand il y a des traces au sol, quand il y a des traces qu'on appelle les traces matérielles. Oui. Et un cas, par exemple, où il y a des traces matérielles qui sont toujours inexpliquées aujourd'hui, c'est le cas de Valençol, qui se passe en 65 en France. En juillet, on arrive au 60e anniversaire de Valençol, là, l'été prochain. Il y a un réalisateur qui s'appelle Dominique Fillol, qui s'est fait connaître grâce à des documentaires qu'il a fait. Il a fait plusieurs documentaires, 2 ou 3, sur la question OVNI, sur la question du GEPAN, etc., qui ont été des cartons d'audience sur les chaînes de la TNT, du câble et tout ça, avec Canal, avec TMC. Et puis Dominique donc sort un film sur l'affaire de Dominique Fillol, sort un film sur Valençol 1965, qui va sortir, il a annoncé la date il y a 2 jours. Ça va sortir au cinéma le 9 juillet prochain, à l'occasion du 60e anniversaire de Valençol, puisque c'est une affaire qui s'est déroulée le 1er juillet 1965. Qu'est-ce qui se passe ce matin-là? Il est 5h du matin. Un agriculteur chef d'entreprise s'appelle Maurice Masse, qui est spécialisé. Valençol, c'est un petit village dans les Alpes d'Haute-Provence,
très connu pour son haut plateau baigné de lumière et ses cultures de lavande. Et donc, il va préparer sa machine pour récolter de la lavande en ce 1er juillet, de mémoire, c'est le 1er juillet 1965. Et là, en fait, il entend un bruit assez puissant, il se tourne, il va voir qu'est-ce que c'est, et il voit au milieu de son champ une espèce comme ça de presse-agrumes en termes d'objet métallique qui fait 2, 3 mètres ou 5 mètres de haut. Ça a une forme un petit peu comme ça avec des pieds, et il y a 2 petits êtres devant, dont au niveau physique, ils ont la particularité d'avoir les épaules vont être moins larges que la tête, hein, donc ils ont une très grosse tête. Ah oui. Et ces êtres ont l'air de baragouiner ensemble. Donc ils se rapprochent, et là, un des 2 petits êtres dégaine une sorte de stylo métallique, de tige, de tube métallique, qu'il pointe vers Maurice Mas. Comme une baguette magique. Voilà, et Maurice Mas est paralysé, il va rester paralysé pendant 20 minutes, il reste debout, il ne tombe pas au sol, il garde conscience, de mémoire je crois qu'il pouvait bouger les yeux, mais sinon tout le reste au niveau du système locomoteur paralysé. Ne fonctionne plus. Et hop, les 2 personnages remontent à bord de l'engin décolle, il s'échappe avec un petit bruit particulier. Et donc, il reste encore paralysé pendant une dizaine de minutes. Donc Maurice Mas est assez ébranlé parce qu'il a vécu de bon matin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes de... Et là, on rentre sur un des critères clés, c'est la fiabilité des témoins. Ouais. Maurice Mas coche toutes les cases. Parce que il est fiable. Oui, il est fiable, notamment parce que c'est une figure de la résistance. Et donc, ce qui fait qu'il est très connu dans la région, il est très respecté, notamment par la maréchaussée, compte tenu du fait qu'il était vraiment une personnalité clé de la résistance des Alpes de Haute-Provence. C'est pas un original. Pas du tout. Et puis, donc, en plus, on est quand même sur quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui a plusieurs employés, qui fournit des fabricants de parfums en essence de lavande, etc., etc. Donc, il est complètement inséré dans le milieu économique. Il n'a même pas intérêt, d'ailleurs, à témoigner de ce genre de choses. Ça peut. Et justement, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il est plutôt ébranlé, il a envie de se taire, oui. Et il rentre plus ou moins chez lui, et à un moment donné, il va quand même voir les gendarmes, le jour même, hein, en fait, parce qu'il partage l'info à son meilleur ami en disant « File-moi un café, Eugène, parce que là, il m'est arrivé un truc, c'est incroyable ». Sauf que Eugène, il tient pas sa langue, le village est au courant, et ce qui fait que c'est ça qui amène Maurice Mas à aller déclarer, faire une déposition officielle auprès des gendarmes. 2 jours plus tard, on a des gendarmes de Paris qui débarquent, il refait la même déposition, et pour en revenir aux traces au sol, aux traces matérielles, le soir même, donc avec les premiers gendarmes du coin, du cru, ils vont sur le site, et qu'est-ce qu'ils voient sur le site? C'est qu'il y a des traces au sol, bien particulières sur une certaine géométrie, et il y a notamment un tube qui s'enfonce dans le sol, qui fait, je crois, 90 cm dans ces eaux-là de profondeur, et qui est parfaitement cylindrique. Et en plus, le sol a une consistance, une densité, comme si c'était du ciment. Sur l'endroit de l'atterrissage, la zone de l'atterrissage. Et ça, donc, évidemment, tout le monde donne sa langue au chat. Et le sujet, donc, va prendre de l'ampleur. Ça devient une grosse affaire médiatique. Les journalistes de Paris descendent dans le petit village de Provence. Ils font des directs depuis la place du village devant la fontaine. Rappelez-moi quelle époque? 1965. D'accord. Et il y a tellement... Et donc, il y a de la presse étrangère aussi, avec des correspondants et des envoyés spéciaux viennent sur place. Maurice Mas se mure dans le silence. Il refuse les interviews, donc du coup, les journalistes meublent en venant sur place. Oui, c'est un notable, il n'a pas envie de se donner en spectacle. Oui, enfin, en tout cas, voilà, il est avec sa casquette, c'est plutôt quelqu'un de, on va dire, bourru, pourrait-on dire. Mais voilà. Et... c'est un taiseux, mais bref, tout ça pour lui, ça l'intéresse pas de se mettre en scène et de se mettre en avant, quoi, tout simplement. Et on a d'autres éléments en particulier, c'est qu'il va manifester des symptômes au niveau de son métabolisme qui sont aussi connus, en tout cas, des phénomènes de rencontre ou de proximité, de contact avec une soucoupe ou avec un objet, un vaisseau qui s'est posé. C'est-à-dire qu'il est pris, il fait de l'hypersomnie. Dès le jour même de sa rencontre, il dort 20 heures, il dort 19 heures. Et ça va durer comme ça pendant 2 semaines à peu près, où il va vraiment dormir beaucoup. Les montres sur lui se dérèglent, elles ne fonctionnent plus. Enfin voilà, il y a tout un phénomène qui montre que tout son bioélectromagnétisme ou son électrophysiologie vont être modifiés par cette exposition. Et ça, c'est l'histoire qu'il a montrée avec le temps. Je passe sur le fait que son champ était envahi par des badauds, qu'il y a eu beaucoup de dommages, que ça a vraiment abîmé toute cette zone-là, etc., etc. Donc, il y a des scènes très intéressantes. Le film de Dominique Filleul, Valençon 1965, retrace donc l'histoire d'un homme confronté à un phénomène extraordinaire. Et ce que le temps a montré, c'est que ça a mis à peu près 10 ans, les plantes ne poussaient plus de la même manière sur place.
le sol avait été, on pourrait dire, pardon pour l'expression, irradié de façon différente. Et donc, ça ne poussait plus. Et ça a mis 10 ans pour redevenir à peu près à la normale. Et il n'y a pas eu forcément de prélèvement sur les plantes, comme il y a eu sur des cas des années 80 en France, ou dans les années 90, où il y a eu des analyses biochimiques ou scientifiques au sens des sciences de la vie, qui ont été faites sur des prélèvements de végétaux qui ont été exposés à des atterrissages ou à des choses qui se sont déroulées à côté. Merci Charles Maxence. On fait une très courte pause et on revient tout de suite après. Lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable. Eh bien, nous sommes de retour Socro aux États-Unis. Alors, on va faire participer tout le monde à nos échanges, qui évidemment se sont prolongés, puisque le sujet est tellement passionnant qu'on ne s'arrête jamais. Je vous rappelle quand même, voilà, la revue Géopolitique Profonde, une semaine de gratuité dans sa version papier comme numérique. Vous accédez ainsi à des formations en ligne en matière de décentralisation financière. Vous avez tout un tas de signatures. Alors, on ne parle pas d'extraterrestres ni de petits gris dans ce numéro, mais ça viendra peut-être, évidemment. Mais nous avons évidemment des rubriques telles que la géostratégie, les technosciences, le mondialisme, et puis toutes les questions liées à la macro et à la microéconomie. La boutique, évidemment, est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il ne faut pas avoir peur. Et maintenant, vous avez les suites, vous avez les casquettes. Bien évidemment, on fera peut-être un petit test sur le « Il ne faut pas avoir peur » avant la fin de cette émission, avec nos spécialistes des ovnis. Je me retourne vers vous, Baptiste. Traces matérielles. Moi, ça me rappelle tous ces récits avec des figures géométriques et en disant « Ah oui, mais on ne le voit que du ciel, c'est bien la preuve qu'il y a derrière cela une force ou une intelligence extraterrestre. » Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tous ces éléments visuels qui tendraient à prouver justement l'existence d'ovnis et d'extraterrestres ? Alors là, on parle plus des cercles de culture, en l'occurrence. Donc, les cercles de culture, en très grande majorité, sont faits par des hommes. C'est même une pratique artistique, en fait. Mais les premiers originaux, dans les années 50 et 60, sont faits en Grande-Bretagne. Et ce qui permet de déterminer qu'il y a vraiment très peu de chances que ce soit fait de la main de l'homme, c'est que les tiges des végétaux ont un aspect fondu à l'endroit où elles sont pliées, comme si elles avaient été fondues par des micro-ondes. Quand c'est fait par la main de l'homme, c'est tout simplement un jeu de planches et de cordes qui est utilisé pour faire des motifs géométriques. D'accord. Donc c'est un élément qui permet, et qui a été étudié par des scientifiques, qui permet de déterminer que si ça a été fait par la main de l'homme, c'est vraiment un très haut niveau technologique qui a été fait dans les années 50 et 60 pour arriver à faire ça. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des vrais ou des faux, il y a tout simplement soit des productions qui sont D'origine humaine, ça c'est évident, et d'autres qui sont moins expliquées. D'origine mystérieuse, tout à fait. Ouais. C'est ça. D'accord. Je ne sais pas qui veut, c'est peut-être le moment à mon avis, un point essentiel. On parle de tabous qui sont en train d'être levés les uns après les autres. Je rappelle le livre « Le printemps des ovnis » de Charles Maxence Layet. Un des tabous qui doit être levé aussi, à mon avis, c'est de savoir est-ce qu'ils sont si sympathiques que ça, les extraterrestres. Parce que quand on voit donc les irradiations, est-ce qu'on est juste des sujets d'études pour eux ? Est-ce qu'éventuellement il y a des cas d'attaque d'extraterrestres sur les humains ? Il y a des récits qui me paraissent un peu fantaisistes parfois. Est-ce qu'il y a des éléments plus sourcés ? Alors, il y a une affaire qui a défrayé la chronique, du moins en tout cas du côté des ufologues et des communautés ufologiques, et là où l'info va circuler. C'est un cas qui est arrivé au Brésil en 1977, où on a donc des villageois dans une région un peu reculée du Brésil, qui constatent des lumières qui sortent d'une rivière, qui sortent d'un lac, et sauf que ces lumières et ces vaisseaux de lumière qui apparaissent, ils commencent à tirer des faisceaux laser ou des faisceaux lumineux sur les êtres humains qui passent à proximité et tout ça. Donc en fait, ils sont un peu... Ça dure pendant 4-5 jours, une dizaine de jours, une grosse semaine, et comme ces apparitions qui les menacent continuent d'être là, ils commencent à appeler à l'aide, ils appellent l'armée.
Et donc l'armée envoie 2 escouades sur place. Et les escouades, en fait, pendant 2 semaines, elles vont avoir des escarmouches comme ça entre l'armée brésilienne, la vingtaine de soldats qui sont sur place et qui se retrouvent à tirer comme ça à l'automatique ou aux mitrailleuses sur les vaisseaux lumineux, et les vaisseaux lumineux qui envoient des rayons... Mais il y a une multitude de témoins de ce... Ah oui, tout à fait. Et le pire, c'est qu'il y a eu donc un rapport de l'armée brésilienne par rapport à ces escarmouches qui ont lieu comme ça dans la campagne brésilienne entre des soucoupes volantes qui ont combattu des membres de l'armée brésilienne. Il y a eu des blessés, il y a eu des morts, et donc les données continuent à être... L'État brésilien, par rapport à l'État américain, a dévoilé assez rapidement, en fait, les archives de ce dossier. Oui. Ils n'ont pas forcément tout dévoilé, mais en tout cas, il y a eu des choses dévoilées. Et surtout, les militaires, qui étaient les colonels, qui étaient responsables de l'opération, ont pris la parole pour témoigner. Et ils ont même témoigné, de mémoire, à la fin des années 80, ils témoignaient à la télévision de ce qui s'était passé durant la télévision publique brésilienne, de ce qui s'était passé durant ces heures, avec des entités qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas forcément sympathiques, et puis eux sur place qui défendaient la population, quoi. Et donc, encore avec les années 2000-2010, les dossiers liés, donc ce site s'appelle Colares, cette aventure cette histoire au Brésil en 1977. Donc le cas de Colares continue à être étudié. Il y a eu des contacts entre les militaires brésiliens et les militaires américains pour que que les dossiers brésiliens soient transférés aux recherches en cours, notamment le programme secret de 2008, 2009, 2010 aux États-Unis, pour que ce cas soit vraiment étudié bien en détail, ou en tout cas que les informations éclairent les notes stratégiques et les rapports qui seront produits sur ces questions-là. Et on a effectivement on a des questions qui se posent de plus en plus quant à on ne va pas dire qu'ils sont hostiles parce qu'il ne s'agit pas de succomber à la peur, mais en tout cas par rapport au fait que les technologies mises en œuvre par ces entités, au-delà de la question de l'intentionnalité, si on se fait tirer dessus par un rayon, on se fait tirer dessus par un rayon, mais on a aussi le dossier qui reste ouvert, le dossier totalement étrange, impossible, qui est celui des mutilations animales. Alors j'aimerais aux États-Unis dans les années 77, il y a encore des cas, mais en tout cas, le gros des cas se situe entre 77 et 82. On en a encore reparlé dernièrement de ces histoires-là. C'est ça, oui, parce que ça devient une référence, ça devient un sujet culturel, une référence pour quelque chose qui n'existe pas. C'est assez intéressant de voir comment la question extraterrestre baigne nos cultures et baigne. Certains parlaient même de satanisme sur ce sujet. Oui, là, c'est un autre sujet. Oui, mais non, mais c'est-à-dire que c'est tellement inexpliqué. Voilà, que toutes les hypothèses sont possibles et que donc on a plusieurs approches. En tout cas, les enquêteurs n'excluent aucune piste et c'est tout à leur honneur. C'est normal, bien entendu. Donc, pour revenir au cas de Colares, donc là, on a des dizaines de personnes qui ont été témoins sur place. On a des dossiers militaires, on a des récits militaires, y compris télévisés, qui ont été faits sur le sujet. Et on a donc des archives qui ont été à 90% rendus publics par l'armée brésilienne et qui du coup sont à la disposition de tous les autres chercheurs, y compris quand c'est des armées du monde libre. Merci Charles Maxence. Baptiste, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à ce type de dossier ? Est-ce que vous considérez en effet qu'il y a des extraterrestres qui nous semblent peut-être plutôt sympathiques, mais d'autres plus hostiles par exemple ? Par définition, on a des cas où il y a hostilité qui est démontrée. Donc, pour la peine, le doute est levé. C'est même quelque chose de permanent, en fait, puisque 77 peut sembler loin, mais dès 2001, à la frontière du Pérou au Brésil, vous avez des villages qui décrivent la même chose, c'est-à-dire des orbes... Ils sont attaqués ? Oui, il y a avec enquête de la police fédérale, les vidéos sont disponibles dans les archives nationales brésiliennes, où ils ont filmé les témoignages des indigènes, disant voir des orbes descendre dans les villages et leur griller dessus avec des armes à énergie. Donc, ça se produit encore aujourd'hui. On a l'ingénieur Ronny Vernet qui vient de mettre une station d'observation justement dans la même zone et il a repéré déjà des orbes oranges qui se promènent on est littéralement au milieu de la jungle brésilienne. Il n'y a pas la moindre once de technologie, mis à part la station d'observation. Donc, c'est quelque chose qui est continu. Il a même fait une observation qui est spectaculaire. Avec 3 témoins, ils observent une orbe orange qui est à 3,2 mètres. Ils utilisent un drone pour se rapprocher de l'orbe et la caméra du drone ne voit rien. Elle ne voit pas l'orbe orange, alors que les 3 témoins voient l'orbe orange devant eux en train de partir, comme si ça fuyait le drone qui approchait.
Et alors, entre ceux qui vont dire c'est des hallucinations collectives, ceux qui vont dire oui, mais ce sont des technologies justement totalement humaines d'armées qui viennent tester sur de malheureux paysans brésiliens et d'Amazonie, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? C'est impossible. Alors, dans le cadre des années 2000, ça pourrait être des plateformes d'armes à énergie dirigée qui sont testées sur des populations. Ouais. Il faut savoir que les États-Unis ont interdit de faire des tests d'armes sur leur propre population dans les années 75. Ça leur interdit pas de faire des tests d'armes sur des populations étrangères. Donc, le niveau éthique, malheureusement, est assez mal. On pourra peut-être parler de MKUltra que tu couvres dans ton livre plus tard. Très bien, un très bon sujet après. Par contre, dans le cas de Ronnie Vernet, là, on n'a pas d'explication. On n'a rien en technologie qui permettrait d'être visible à l'œil nu et invisible à une caméra, alors que la caméra et l'œil nu sont alignés dans le même angle, en fait. Donc là, on n'a pas d'explication, puisqu'une caméra peut voir plus loin dans le spectre lumineux que l'œil humain. Oui. On ne voit pas comment c'est possible de masquer uniquement pour la caméra. Merci Baptiste. Alors justement, si ce sont des expériences faites sur les hommes par des services tels que la CIA et MKUltra, est-ce que vous le développez donc dans votre livre aussi? Oui, disons sur la fin, j'ouvre, dans le dernier tiers de l'ouvrage, j'ouvre sur des questions liées à la parapsychologie, j'ouvre sur les dernières nouvelles de la science en matière d'intelligence non humaine, j'ouvre aussi sur des recherches qui sont menées, qui sont connues, hein, qui sont publiques, qui font partie de la littérature scientifique, mais que le grand public ne connaît pas forcément, où justement il y a des travaux de recherche sur le fait de modifier la perception, de modifier nos consciences, en jouant sur des champs électromagnétiques pulsés d'une certaine manière qui vont faire que ça va activer des parties du cerveau différemment, et donc ça modifie notre perception, et on va avoir des choses qui vont être, on pourrait dire, des hallucinations induites, des hallucinations suggérées. L'histoire de MKUltra, ça remonte aux années, milieu des années 50 à peu près, et donc ça va être des expériences où là on est sur des logiques qui est quel type de choc et de conditionnement, quel type d'expérience de privation sensorielle, d'électrochoc, de prise de psychédéliques on peut faire vivre à des personnes qui vont déstructurer leur personnalité pour pouvoir les conditionner différemment et leur créer des personnalités sous-jacentes, des personnalités secondaires qu'on va pouvoir activer avec un mot-clé ou activer avec une petite musique particulière, et donc qui pourront remplir qui ne savent pas qu'elles sont missionnées alors qu'elles ont des comportements clés en main programmés chez elles. Donc certains disent que ça a marché, d'autres non. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces recherches ont fait beaucoup de dégâts, puisque un grand nombre de cobayes n'étaient pas au courant qu'elles étaient cobayes de ces expériences. Ouais. Je dis elles parce qu'il y a eu beaucoup de femmes. Ça se passait, il y a notamment un asile d'aliénés, un établissement psychiatrique qui était au Canada, qui a vraiment été, qui a été marqué par un médecin. Ils ont expérimenté, et surtout c'était un médecin qui a fait beaucoup de victimes, en tout cas de cobayes non consentants, puisqu'évidemment on travaillait plutôt. Au début, ils ont travaillé avec des militaires qui n'étaient pas forcément au courant des doses de psychédéliques qu'on leur faisait prendre, et il y a eu des dommages, des gens qui se sont défenestrés, etc., etc. Il y a eu des dégâts, pas simplement psychologiques, on a vraiment eu des décès, et par la suite, donc ils ont plutôt travaillé avec des populations carcérales, avec des reclus en fait de la société carcérale ou psychiatrique, pour voir ce qui se passait avec ces personnalités-là, ou bien sûr on est encore avec des histoires d'abus, hein, des personnes en foyer ou des personnes orphelines qui étaient isolées, et ça permettait de pouvoir faire des expériences avec ces personnes-là. Et quand le dossier MKUltra a commencé à sortir et à être révélé, puisque c'est la CIA qui supervisait tout ça, ça a débuté sur des projets militaires et après c'est passé à la CIA, en fait, donc ça devient public, ou en tout cas ça commence à fuiter dans la presse avec le début des années 70, le projet MKUltra, et en fait la CIA a détruit toutes ces archives. Ouais. Donc on a des fragments d'archives, on a à peu près 10% des archives de MKUltra qui sont publiques, et qui se rendent compte de l'espèce d'ampleur d'un programme qui était largement financé et qui n'avait que faire de l'intérêt des personnes, ou en tout cas de leur intégrité psychique et psychologique. Merci Charles Maxence. Je vous laisse plus libre maintenant peut-être. Quel sujet vous a inspiré particulièrement, Baptiste, dans ce livre de Charles Maxence Layet, on rappelle le titre, Le printemps des ovnis, l'hypothèse extraterrestre, les faits, le mythe.
ce qui est le plus intéressant et probablement le moins connu en France, c'est ce dont tu parlais précédemment, qui sont les différentes audiences qui sont déroulées aux États-Unis. Et là, l'avantage, c'est qu'on les a toutes dans leurs moments principaux, les unes derrière les autres. Et donc, on comprend qu'il y a vraiment en fait un appel au secours des forces armées qui disent on rencontre ces objets en permanence. Littéralement, on a un officier de sécurité des vols, donc sa responsabilité est de s'assurer que les entraînements se déroulent bien et que les équipages ne sont pas engagés, qui dit qu'il rencontre ces objets quasi quotidiennement. Et ce sont des objets qui passent à quelques mètres de la voilure de leurs engins. C'est une situation qui est extrêmement dangereuse. Quand vous avez un objet en vol qui est inconnu, qui passe à quelques mètres de vous, c'est ce qu'on appelle un cas de quasi-collision. C'est la situation la plus dangereuse. Et vous êtes normalement obligé de faire un rapport et un signalement aux autorités, puisque ça met en danger la vie de tous vos passagers et de vous-même. Donc, le gros intérêt que je trouve à cet ouvrage très dense, c'est qu'on a côte à côte tous les éléments d'information de très haute fiabilité qu'on puisse avoir. Et vous avez la même chose avec l'aviation civile ou pas ? Oui. Oui. Alors, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle dans l'aviation civile les air prox. Il n'y a que la Suisse et l'Angleterre en Europe qui les diffusent publiquement. Tous les autres pays les mettent au secret, ce qui fait que c'est très dur d'avoir une visibilité. Mais on a des pilotes civils qui observent la même chose. Il y a tout un travail de déclassification qui est fait en ce moment au Canada par leur administration qui s'appelle NAV Canada pour justement mettre au jour ces observations. Et ils voient des objets qui ressemblent à des beignets verts lumineux au-dessus des villes à très forte densité de population. Et donc, ce ne sont que des éléments très anormaux. À chaque fois, ils cherchent toujours à trouver des arguties en expliquant ce sont des sondes et ça vient certainement des Chinois. Avant, c'était les Russes. Il y a toujours aussi cette volonté d'essayer quand même de faire en sorte de donner une explication. C'est à mon avis le problème de la maîtrise qu'a l'État et l'armée, de dire on maîtrise la situation alors qu'en réalité, vous dites qu'ils appellent au secours parce qu'ils ne maîtrisent absolument pas la situation. C'est ça. Après, il faut mettre de côté ce qui est du domaine de l'enquête, puisqu'en fait, on a une énorme quantité de signalements et on cherche les cas les plus intéressants. Donc, tout ce qui peut être expliqué doit être expliqué, tout simplement pour récupérer les cas qui sont extrêmement intéressants. Ouais. Et c'est la fonction spécifique du GEPAN en France qui est de mener cette enquête-là, pas pour dire cet objet-là est une soucoupe volante extraterrestre, mais pour dire, ok, celui-là on peut probablement l'expliquer, celui-là on peut probablement l'expliquer, ceux-là on ne peut pas du tout les expliquer. Donc scientifiques, prenez ce tas-là et regardez ce que vous pouvez faire avec. Le problème, c'est qu'on n'a pas de scientifiques qui mènent cette recherche. Merci. Il n'y a pas de recherche financée par rapport à ça. Alors qu'il y a un vrai enjeu, à mon sens en tout cas stratégique, sur ce sujet. Premièrement, parce qu'il s'agit de faire avancer la science. Deuxièmement, parce que ce n'est pas une science si coûteuse que cela, à partir du moment où on va commencer à mettre des moyens pour aller dans cette direction-là. Deuxièmement, du fait que la science progresse, ça veut dire qu'on est sur des innovations de rupture, ça veut dire qu'on est sur des nouvelles technologies potentielles dont on peut tous bénéficier. Et y compris, bien sûr, on pourrait dire le premier État, le premier État ou le premier pays qui va mettre la main sur ces technologies et qui va pouvoir chercher à en faire bénéficier son armée ou ses équipes. Et ça participe de la désinformation ou du secret plus ou moins maintenu qu'il y a pu y avoir dessus. Mais ce raisonnement, qui est un raisonnement un peu de rivalité entre pays, il ne tient pas à l'échelle humaine. Moi, j'étais marqué effectivement par les déclarations des militaires lors des auditions aux États-Unis, où ils expliquent que pendant 5 ans, 6 ans, à chaque fois qu'ils faisaient des sorties en mer, ça concerne par exemple la côte est du côté de l'Atlantique. Ça fait partie des vidéos qui ont fuité et qui ont été prises en 2015-2016. Entre 2015 et 2020, en tout cas c'est ce qu'il va dire durant son audition devant le Congrès aux États-Unis, eh bien, à chaque fois qu'il y avait des sorties en mer de missions d'entraînement ou autre chose, ouais, il croisait des escadrilles, des escouades de ces objets non identifiés. Et on est sur des objets non identifiés qui correspondent par exemple, dans un cas de quasi-collision, à un cube sombre entouré d'une sphère translucide. Oui. On n'est pas du tout sur un truc qui ressemble à un drone ou un Raptor, on est sur autre chose au niveau des comportements. Et donc ce qui se passe, c'est que ces rencontres-là, à un moment donné, elles se banalisent et ils font avec, ils les côtoient, mais sauf qu'ils disent noir sur blanc que au quotidien, ça faisait partie des rencontres qu'ils avaient en permanence et qu'il y a eu toute une génération de pilotes qui s'est retrouvée à croiser le vol, le rempennage avec ces objets étranges qu'ils pouvaient croiser de près, de loin et sur lesquels on a aussi des mesures instrumentées. Mais alors... si vous voulez, soit on dépend des États-Unis
pour aller au cœur des choses sur certains plans. Soit on dépend des États-Unis pour avoir des informations sur ce dossier, soit on développe notre propre autonomie stratégique là-dessus, en développant nos propres capacités de renseignement et d'information. Et à ce moment-là, je pense en tout cas l'Europe a une carte à jouer là-dessus. De la même façon que les États-Unis ont mis 22 millions de dollars il y a 15 ans sur ce sujet, je ne vois pas comment on ne pourrait pas trouver 22 millions d'euros pour pouvoir faire une recherche intensive durant 2 ans, avec une 50aine de personnes qui sont embauchées là-dessus, pour croiser les données et continuer à progresser dans l'instrumentation, dans le fait de passer en revue les éléments du spectre lumineux, dans le fait d'étudier les infrabasses, les infrasons, etc., etc. On a quantité, en termes d'instrumentation en tout cas, d'outils qui nous permettent de pouvoir mesurer l'invisible, d'évaluer les choses, et donc de trouver des indices quant aux trouvailles scientifiques, aux trouvailles, y compris théoriques, de physique fondamentale, qui sont sous-jacentes à ces prouesses auxquelles énormément de témoins fiables sont confrontés depuis des décennies, et ça se transvase, ça commence à descendre dans l'espace public, et d'où cette proposition que je fais de Printemps des OVNIs, où là, effectivement, suite au choc médiatique de 2017, quelque chose se passe qui nous a fait bouger au niveau de nos consciences. Alors certes, la question OVNI, on en parlait un peu hors antenne avec Baptiste, certes, la question OVNI, c'est un peu un tiroir fourre-tout dans lequel on met plein de choses, des choses qui peuvent être liées à du paranormal, des choses qui peuvent être liées à des événements naturels, bien entendu, des choses qui peuvent être d'origine humaine, comme par exemple la fameuse fusée qui a traversé le ciel et qui a fabriqué la spirale bleue qui a été observée dans l'atmosphère récemment. Et c'est très bien qu'on puisse les expliquer, puisque justement, ça nous permet de mieux comprendre comment fonctionne le monde. Donc c'est parfait. Ce qui compte, c'est qu'on s'autorise à enquêter, parce que c'est parce qu'on s'autorise à enquêter qu'on pourra trouver des réponses. Mais alors, Baptiste, est-ce que on pourrait envisager, un peu comme la conquête de l'espace à un moment donné, qu'il y ait une coopération internationale sur ces sujets, puisque ça dépasse normalement la conflictualité entre puissances? Alors c'est déjà le cas. À l'heure actuelle, on a une dizaine de groupes scientifiques à travers le globe, sur tous les continents, qui travaillent sur le sujet. On parlait de Rodney Vernet tout à l'heure, mais vraiment c'est réparti sur tout le globe. On a des initiatives politiques aussi sur tout le globe. Donc c'est simplement une science qui est émergente, c'est-à-dire qu'on a des groupes qui se mettent en place. Simplement, le principe de la découverte scientifique est d'essayer d'avoir les résultats le plus solides possible. Et donc on est dans cette partie-là. Mais tous les groupes sont en communication entre eux, partagent leur méthode et leur façon de faire pour obtenir les meilleures données possibles. Et j'ai envie de dire que le gros avantage de cette recherche par rapport à tous les autres domaines de la recherche scientifique, c'est que vous êtes toujours dans le doute quand vous faites une recherche scientifique. Vous ne savez pas si vous allez découvrir quelque chose, parce que dans la méthode scientifique, ça ne compte pas. Vous testez une hypothèse, si vous l'infirmez, vous avez découvert que votre hypothèse est fausse. Si vous la confirmez, vous avez découvert que votre hypothèse est vraie. Mais là, on a déjà les objets qui sont présents, on a déjà leur signature, on sait qu'ils sont là, on a tous les témoignages qui nous permettent. Donc en fait, la découverte est garantie. Ce qui manque, c'est une volonté politique d'avancer sur le sujet et de comprendre que la répugnance qu'on a à évoquer ce sujet sérieusement, c'est tout simplement la plus belle opération que les renseignements américains ont jamais fait. On le sait depuis les années 70, puisque un scientifique militaire de la défense australienne a enquêté pour son gouvernement pour savoir pourquoi est-ce qu'il était aussi difficile de travailler sur le sujet des ovnis. Oui. Et il a découvert qu'en fait, c'était une opération des renseignements américains qui avait manipulé les opinions pour trouver le sujet ridicule. Et donc, les fameuses agences à 3 lettres. C'est ça. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que toute répugnance qu'on sent à travailler sérieusement au niveau scientifique sur ce sujet... Je suis une victime, je pense, de ça. Oui. Est issue de cette manipulation de l'opinion qui s'est déroulée. Oui, on essaie de ridiculiser. En effet, parce qu'en fait, ils ne maîtrisent pas. Est-ce que, Charles Maxence, on parlait de côté hostile de certains phénomènes extraterrestres, mais on entend beaucoup parler, et sur les réseaux, de l'inverse, c'est-à-dire le fait que ce sont des veilleurs. Ils veillent sur nous, ils veillent sur l'évolution de l'humanité, que lorsqu'il y a des risques, justement, de conflagration mondiale, voire nucléaire, de temps en temps, ils seraient en mesure d'intervenir. C'est un conte de fées, ça, ou c'est aussi des réalités derrière ça? Alors, il y a 2 niveaux. Il y a tout d'abord, on est sur des projections. C'est nous qui projetons des intentions comme ça, ou qui disons c'est lié à ça, et c'est nous qui sommes vraiment dans ce fait de faire des projections anthropocentriques, comme on va dire, ou en tout cas donc de prendre nos rêves pour des réalités, j'oserais dire. Simultanément, par rapport
ce qu'on va appeler les contactés ou les enlevés, donc ceux qui ont vraiment eu des contacts ou des communications, la plupart du temps, 9 fois sur 10, elles sont télépathiques avec ces êtres ou ces entités. Une partie d'entre eux nous disent... Ils m'ont envoyé des images de la planète qui était en train d'être détruite. Ils nous ont envoyé des images des dommages que l'on crée sur la planète où j'ai vu le feu, j'ai vu des explosions de la planète Terre. Oui, oui, tout à fait. Et donc, et psychologiquement, les témoins, les contactés, vont changer de personnalité. Ils s'ouvrent à des enjeux écologiques, ils s'ouvrent à des enjeux de bienveillance, de sensibilité à la beauté de la nature, de préservation de la vie. Il y a un choc ontologique, existentiel, qui se passe, qui s'exprime et qui se traduit par une réorientation des valeurs des témoins. Et donc, ça, c'est une constante, si je puis dire. C'est-à-dire que ça a été mis en évidence de façon structurée, universitaire, des travaux de recherche. Je parle bien des personnes qui disent avoir été enlevées ou qui disent avoir eu des contacts. Donc on n'est pas simplement avec les militaires qui croisent une boule dans le ciel lumineuse. On est sur une catégorie, une famille à part entière de phénomènes. C'est les fameuses rencontres rapprochées, comme on dit les RR3 en français, ou rencontres du troisième type selon Spielberg et les scientifiques qui l'ont accompagné là-dessus. Donc, c'est dans les années 90 qu'on a un universitaire qui s'appelle John Mack, qui fait tout un travail, qui est, pareil, responsable du département de psychiatrie à l'université d'Harvard, et qui donc... il a exploré les psychédéliques, il est ami avec des personnes qui sont vraiment dans, on pourrait dire, le mouvement du potentiel humain, du développement de la conscience, etc. Il est ouvert aux états de conscience modifiés, il tape la causette avec le Dalai Lama, enfin, en tout cas, il est ouvert aux fameuses approches orientales par rapport au corps-esprit et aux états de conscience modifiés. Et bref, il applique ces méthodes de travail, ces grilles de lecture analytiques aux personnes contactées, ou en tout cas aux personnes qui ont été enlevées, et son constat est net. Ce ne sont pas des mythomanes, ce ne sont pas des psychotiques, ce sont des personnes qui sont sincères dans ce qu'elles disent. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ce qui est vrai, c'est qu'elles ont vécu un truc extrêmement puissant qui les a impactées en profondeur, qui les a traumatisées, et quand ils me racontent ou qu'ils revivent la scène, ils ont vraiment toutes les caractéristiques de quelqu'un qui est traumatisé dans ce qu'ils me partagent. Et donc, quand après, ils s'occupent de prendre en compte les discours, qu'est-ce que cela contient, c'est là où on voit que les messages écologiques, les messages de se préoccuper de la Terre, c'est pas simplement sauver la Terre, c'est se préoccuper de la Terre, se préoccuper du vivant, est un message très important. Et ça monte, on pourrait dire, dans l'opinion publique ou dans la culture UFO en général, avec les années 90. Avec les années 90. Baptiste, vous êtes versé sur les aspects militaires. Est-ce que, comme ça a pu être dit à un moment donné, Roswell, je suis surpris qu'on n'en ait pas encore parlé, est-ce que les militaires ont réussi à mettre la main soit sur des entités, ça serait le plus flagrant, soit au moins sur du matériel extraterrestre? Alors, d'après vous. Il y a un cas qui s'est fait jour très récemment et qui est très intéressant là-dessus et qui rejoint la problématique nucléaire. Dans les années 60, toutes les nations de la planète font des essais nucléaires, mais les États-Unis tentent le programme qui va s'appeler l'opération Fishbowl. L'idée est d'intercepter des missiles nucléaires en tirant un missile nucléaire et en le faisant exploser devant les autres missiles pour les désactiver. Lors du seul essai qui va réussir, ça va être aussi beaucoup d'échecs qui vont contaminer une grande zone de la zone de test. Lors d'un de ces tests, il y a un objet qui va être décroché du ciel, c'est-à-dire que quand on regarde l'image déclassifiée, on voit l'explosion nucléaire et un objet qui tombe et qui semble intact. On sait dans les journaux de bord des navires que cet objet a été récupéré et que le navire qui a récupéré le plus gros morceau a aussi montré dans les jours suivants la plus haute dose de radioactivité de toute la flotte de récupération de débris. Donc, on a une très forte présomption que les États-Unis, au moins, ont récupéré des engins. Ça, c'est un des cas. Il y en a d'autres qui sont représentés dans l'histoire. Mais ça permet de mettre en lien le discours que les témoins de RR3 peuvent nous dire, où ils nous disent « Moi, ils m'ont dit que le nucléaire pouvait être dangereux », et en se demandant « Mais quel est leur intérêt à nous dire que le nucléaire est dangereux ?» Peut-être que c'est tout simplement parce que le nucléaire est dangereux pour eux.
Et du coup, ça nous prive de notre seul moyen de défense qu'on aurait contre eux. Donc, il faut aussi se demander qu'est-ce qui fait qu'on croit ce qu'ils nous disent. Supposons que les témoins ne mentent pas, puisque la plupart des tests qu'on fait sur eux, à chaque fois, ça retourne de façon honnête. Peut-être que ceux qui leur ont parlé ont menti, et qu'eux-mêmes ont un intérêt à nous faire penser que le nucléaire est dangereux. Et on voit très bien la dimension d'opération psychologique. Si on reprend un peu comme ça ces paramètres géopolitiques ou qui préoccupent les services de renseignement, Baptiste a rappelé ce qui s'est passé dans les années 60 aux États-Unis. C'est en 53 en gros que, en 52, on a un événement clé au-dessus de la Maison Blanche, au-dessus de Washington, qui s'appelle le Carrousel de Washington, qui se déroule 2 week-ends d'affilée en plein milieu du mois de juillet. On est en 1952 aux États-Unis, oui, où il y a des lumières qui viennent danser dans le ciel et qui apparaissent et qui virevoltent au-dessus de la Maison Blanche, au-dessus de Washington, au-dessus du Capitole. Quand les avions de défense décollent immédiatement pour venir protéger le centre du pouvoir américain, les lumières disparaissent. Et quand les avions, ils n'ont plus de carburant, ils vont se atterrir, ils retournent à leur base, les lumières reviennent. Et ça se déroule comme ça pendant 2 week-ends d'affilée. Il faut dire qu'il y a aussi des pilotes d'avions de ligne qui ont un contact visuel avec ces objets et qui confirment leur existence, et qu'on a aussi des contacts radars à distance sur les bases militaires qui confirment qu'il y a ces objets-là qui virevoltent et qui vadrouillent au-dessus du ciel. Donc suite à cela, on a une conférence de presse une semaine après à peu près, on a une conférence de presse un peu calamiteuse de l'armée de l'air américaine qui avoue publiquement son ignorance, qui balbutie, qui n'arrive pas à répondre aux questions de la presse de façon convaincante, vu que on est quand même sur la capitale des États-Unis. C'est le fameux effet 14 juillet que vous pouvez évoquer dans des discussions avec certains groupes. Tu pourras l'évoquer après, éventuellement. Baptiste, la question du 14 juillet, le scénario 14 juillet, c'est vraiment le fait d'avoir comme ça puisque ça a été vu par des dizaines de milliers de personnes, ça se passe un samedi soir, vers 22h, et ça fait évidemment la une de la presse. Donc on est sur un événement majeur de type divulgation choc, quoi. La CIA, qui s'est créée en 1947, dès à ce moment-là, fait des notes d'analyse stratégique, technologique et psychologique. Ils font des notes d'analyse et pendant tout le mois d'août, toutes les semaines, ils produisent des notes et d'analyse, puisqu'ils se préoccupent du sujet, ils tapent à la porte de l'US Air Force, qui leur rappelle... J'imagine que le président doit demander ses notes. Il explique un peu ce qui se passe. En tout cas, c'est au niveau de la direction scientifique et technologique de la CIA que les notes sont produites. Et suite à cela, il y a un comité qui va se mettre en place donc sous l'égide de la CIA ou à l'initiative de la CIA en janvier 1953, qui s'appelle le comité Robertson, et qui va évaluer le risque que constitue la question OVNI en termes de sécurité et de risque stratégique, parce qu'en fait, dans ces fameuses notes qui ont été produites pendant plusieurs notes d'affilée sur les 2 mois qui suivent le carrousel de Washington en juillet 1952, eh bien, on parle d'opérations psychologiques. C'est-à-dire que donc le phénomène mérite d'être analysé en termes d'opération psychologique. Ne serait-ce pas une opération psychologique, n'est-ce pas? Et donc, en termes de comment se défendre de ce type d'agression en termes d'opération psychologique, de psyops en abrégé, mais aussi comment nous-mêmes, en tant que service d'enseignement, nous pouvons utiliser la question comme une arme d'influence psychologique. Et ce qui fait que dans le cadre du comité Robertson en 1953, c'est là où la politique du silence, où la politique du secret est décidée au plus haut niveau de l'État américain, en tout cas au plus haut niveau de la CIA. La CIA va même donner la consigne qu'officiellement, elle ne s'est jamais intéressée au sujet, et ça mettra 20 ans, 25 ans, 30 ans pour que l'info soit divulguée, pour que le rapport Robertson soit divulgué, parce qu'en fait, ce rapport, il dit 3 choses. Il y a 3 recommandations qui ressortent de ce panel. Le premier, c'est que le sujet doit être décrédibilisé, il doit être minimisé pour éviter un effet de panique et de fièvre dans la population qui viendrait comme ça saturer les systèmes d'alerte et les systèmes de défense, notamment les réseaux de télécommunications. Parce que si on a toutes les personnes qui appellent les secours, eh ben, on a nos systèmes de communication qui sont saturés. On ne peut pas s'en servir. Donc il est très important par rapport au grand public qu'on diminue la pression, qu'on diminue la fièvre, qu'on fasse baisser la température et donc qu'on minimise et qu'on ridiculise le sujet. Et derrière, il y a l'idée de contacter Disney, de contacter des structures comme ça pour faire des sujets qui vont comme ça abaisser l'importance accordée au sujet. Deuxième chose,
il y a le fait de former, de donner une vraie information aux pilotes, aux militaires, aux cadres de la sécurité et de la défense à l'échelle du pays. Troisième aspect, infiltrons les réseaux UFO, infiltrons les associations d'ufologie, parce que celles-ci peuvent être manipulées par les Russes, par les Rouges. On est au lendemain, on est sur la fin de la guerre de Corée, on est au début du macartisme, ou en tout cas le macartisme va émerger un an et demi plus tard. Oui, bon, et donc, il faut absolument désamorcer le risque rouge, et donc infiltrons les réseaux UFO qui eux-mêmes peuvent être instrumentalisés pour déstabiliser le pays. Et tout ça, c'est en 53 que ça se décide, en janvier 53. Alors le 14 juillet, Baptiste Friskour. La question du 14 juillet, c'est en fait une question de prospective. C'est-à-dire qu'on vient d'avoir la nouvelle qu'une exoplanète pouvait contenir des traces de biosignatures, d'une vie extraterrestre. Qu'est-ce qui se passait si le 14 juillet, un grand objet apparaissait au-dessus de la Tour Eiffel ? Comment réagir à ça ? Et pourquoi ça n'arrive pas ? C'est ça aussi en creux la question. Historiquement, ça s'est produit. On parlait du 4-52. Ah bon ? Le carrousel de Washington, c'est ça ? Ah oui, alors oui. On a littéralement des disques volants qui survolent la capitale américaine. Ils sont pris en chasse. Multitude de témoins. On tire dessus. On récupère des débris arrachés par les tirs. Les débris sont envoyés à un expert canadien qui est un génie scientifique de l'époque, qui s'appelle Wilbur Smith. Ils sont ensuite renvoyés à un des instituts de recherche les plus avancés de l'époque, qui s'appelle l'Institut Battelle. L'Institut Battelle va ensuite envoyer un mémo à la CIA disant ralentissez le plus possible les discussions sur le sujet. On n'a pas encore fini d'extraire les informations sur les matériaux. Et on a ce document-là. Donc, ça s'est déjà produit dans l'histoire. On a 42 à Los Angeles, si tu veux en parler. Alors 42, et puis après, j'ai encore plein de questions. Alors allez. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Spielberg, 1941. Ce film un petit peu trépidant, pastiche, qui est plein d'action, mais plein d'humour, où ça raconte comment Los Angeles, la ville devient un peu folle en pleine nuit, suite à des lumières qui apparaissent dans le ciel, à ce qui est pris pour des attaques de Japonais qui viennent attaquer Los Angeles. Et du coup, on a tout le système de défense de la DCA, de la défense antiaérienne, qui se met en branle, et toute la ville entre un peu en frénésie, avec des collisions dans les rues, des vigies qui sont sur une grande roue, la grande roue se détache et ça commence à rouler dans la ville. Enfin, petit à petit, c'est comme si c'était les Blues Brothers, mais qui partent un peu en live. Mais c'est un film de Spielberg qui s'appelle 1941. Ouais. Ce film est un pastiche d'un événement qui s'est réellement déroulé à Los Angeles en 1942. Et qui c'est donc c'est la même histoire, c'est-à-dire que ces lumières qui ont apparu dans le ciel avec des rayons lumineux qui balayaient la ville de très loin, où c'était des lumières qui étaient au-dessus de l'océan, qui étaient au milieu des nuages, c'est la nuit évidemment, ça se passe toujours la nuit, et donc la DCA s'est mise en branle et a tiré des milliers d'obus sur ces objets lumineux, sans en abattre aucun. Il n'y a eu aucun effet, il y a eu 2 morts résiduelles liées aux retombées des fûts des obus, des déchets des obus, tout ça, et ça n'a rien donné, et le lendemain, la communication officielle était fausse alerte. Fausse alerte, on s'est trompé, c'est des ballons volants qui passaient, alors qu'en fait, ça coche toutes les cases d'une apparition d'OVNI, d'un véhicule qui est venu au-dessus de la ville et qui est observé massivement par la population. Pareil, évidemment, le lendemain, il y a eu aussi les mêmes gros titres au niveau de la presse, avec toujours les photos pleine page, toujours pareil, sur les unes. Et donc, 1941, ce qu'on appelle la bataille de Los Angeles. Au niveau de l'histoire officielle, c'est une fausse alerte et une hystérie collective qui a traversé la ville de Los Angeles cette nuit-là, avec la DCA qui, rappelons-le, a tiré des milliers d'obus en destination de lumière qui étaient dans le ciel. Du point de vue des réseaux UFO ou de la culture ufologique, on considère qu'il y a quand même de très très fortes probabilités que ça soit une apparition d'OVNI au-dessus de Los Angeles. Merci Charles Maxence. Baptiste Friskour. Il y a des rumeurs, même plus que des rumeurs, des enregistrements expliquant, par exemple, Medvedev, qui était à ce moment-là, je crois, président de Russie, qui, ils ont l'air de dire, oui, ils ont l'air de savoir qu'en effet, il y a bien des extraterrestres, que tout ça, c'est bien connu. Vous pensez que toutes ces informations là, qui sont en tout cas publiques maintenant, rien n'échappe aux grands présidents des grandes puissances ?
Alors en fait, c'est parce que les médias occidentaux relaient très peu les médias russes, mais pour eux, il n'y a aucun secret en fait. Ah oui. C'est-à-dire que Ah oui, en 2020, quand la Navy confirme que les 3 vidéos sont absolument inexplicables, c'est-à-dire que non seulement on a l'enquête du groupe secret qui s'appelle ATIP, mais eux, pendant 3 ans, ont cherché à expliquer les 3 vidéos qui ont été diffusées. Donc on parle des 3 vidéos infrarouges qui ont été présentées à partir de 2017. Ouais. Donc en 2020, la Navy confirme, on est incapable de les expliquer. Ce sont des PAN, donc le nom contemporain des ovnis. Voilà, on vous les donne parce que de toute façon, elles sont tellement connues que ça ne sert à rien de les garder secrètes. Ouais. À ce moment-là, les généraux russes répondent, mais c'est ridicule. Nous, ça fait 70 ans qu'on les observe. Vous remarquez maintenant que ça existe. Et ils se sont moqués ouvertement de l'attitude américaine sur le sujet. Et tout du long de l'URSS, vous allez avoir des groupes semi-scientifiques, semi-gouvernementaux qui vont se former pour étudier ces objets de façon très scientifique. Il y a 2 ans, on a eu un nouveau programme de recherche qui s'est ouvert dans l'université d'études des physiques à haute énergie en Russie. Donc, ils n'ont pas de tabou. Est-ce que c'est parce que c'est des communistes, est-ce que le côté religieux fait aussi hésiter, c'est-à-dire que ça pourrait choquer certaines convictions religieuses dans les pays occidentaux, par exemple? En fait, il y a plusieurs vagues et attitudes durant l'URSS en fonction des dirigeants. Ouais. Il y a eu des périodes où on demandait aux citoyens de remonter les informations à l'armée de l'air parce qu'elle menait une enquête. Ensuite, on a eu peur que ce soit utilisé par les États-Unis pour manipuler l'opinion. Au même moment, les États-Unis... Eux aussi, ils étaient en hypothèse de psyops. Et pour la peine, ils avaient raison. C'est-à-dire que pendant la même période, les États-Unis vont balancer des centaines de ballons équipés de caméras au-dessus du territoire soviétique, dont les soviétiques vont beaucoup rire puisqu'ils vont descendre les ballons et récupérer les caméras. Ce qui est un parallèle très drôle quand en 2023, les États-Unis s'insurgent que les Chinois envoient un ballon pour les observer alors qu'eux-mêmes, 30 ans avant, ont fait la même chose. Donc voilà, on est aussi dans cette lutte pour les renseignements. Et les Chinois alors, justement, quelles sont leurs observations? Alors les Chinois, ils sont très ouverts sur le sujet, aussi, ils ont déclaré ouvertement avoir un programme militaire d'observation. Depuis les années 70, ils ont des associations ufologiques qui comptent des millions de membres qui récupèrent les informations quand un citoyen chinois voit un objet dans le ciel et les relaie à l'armée chinoise. Et ils ont déclaré que maintenant ils avaient assez de données, ils mettaient au point des intelligences artificielles pour prévoir les trajectoires de ces objets et pouvoir les récupérer directement. Oui, c'est-à-dire qu'à l'ère du big data, il y avait des hypothèses d'ordre sous-jacent en termes de fréquence d'apparition, de lieu d'apparition, de période d'apparition. Et donc, à l'époque du big data, on est en train de faire toutes ces consolidations d'un point de vue statistique. En termes de, est-ce qu'il y a des périodes plus propices où ils vont apparaître? Est-ce qu'il y a des régions ou des zones plus propices où ils vont apparaître? Et là, ça ouvre encore d'autres hypothèses. Est-ce que c'est lié à des déformations du champ magnétique terrestre qui devient propice à l'apparition de certains objets à ces zones-là ou certains phénomènes? Est-ce que c'est parce que les conditions particulières entre le ciel et la Terre peuvent faire l'objet de portes dimensionnelles qui vont faciliter l'apparition et le déplacement de la matérialisation de ces objets qui viennent d'ailleurs, etc. On a vraiment... Il y a plus j'en dénombre de mémoire, plus de 150 hypothèses qui existent sur le sujet depuis les années 70, qui expliqueraient les ovnis, les extraterrestres, tout ça. Donc on voit très bien que toutes les hypothèses sont sur la table et sont ouvertes, mais en même temps, aucune ne répond exactement à cette réalité, et donc au phénomène, et donc ça sous-entend que par rapport à un phénomène qui n'est pas humain, qui n'est pas d'origine militaire, qui n'est pas lié à des prototypes expérimentaux qu'on développe, par rapport à ce phénomène qui vient d'ailleurs, qui vient d'au-dessus, qui vient d'à côté, eh bien en fait, il échappe à notre entendement. Il est d'une autre échelle, il est d'un autre ordre. Ouais. Et pourtant, il y a des cas récents, des cas un peu plus anciens. On a des chroniques médiévales, y compris au Japon, y compris en Chine, ailleurs, qui relatent aussi le même, avec des dessins sur les parchemins en feuilles de riz, qui nous relatent des estampes, qui nous relatent ces types de rencontres et les dialogues qu'il y a pu y avoir avec les êtres qui sont apparus depuis ces boules ou ces esquifs. Mais donc on a quelque chose qui est là, qui nous dépasse, et donc en fait c'est un stress évolutif.
C'est-à-dire, moi, je vois ça comme une pression évolutionniste. C'est-à-dire que ça nous invite à sortir de notre zone de confort, à sortir d'un état de sidération et à aller enquêter, à aller à la rencontre de ce que l'on peut comprendre. Tout ce que l'on va élaborer dessus, c'est juste des tentatives maladroite pour essayer de comprendre et de mettre du sens sur un phénomène qui nous dépasse. Mais en revanche, le regarder en face, pour que nous on évolue, c'est nécessaire. Et c'est pour ça que moi je prône ou je plaide en faveur d'une approche évolutionniste sur le sujet, c'est-à-dire que nous avons un intérêt au niveau de notre évolution psychologique ou peut-être de civilisation, à regarder le phénomène en face, parce que même si le phénomène en face est un mystère aujourd'hui, ce que nous pouvons comprendre de ce mystère participe de nous faire évoluer en tant que civilisation, en tant que pays, en tant que culture, en tant qu'espèce. Et donc, il y a quelque chose comme un stress évolutionniste, on dit dans les sciences du vivant, qui est lié à cela. Et donc, le plus tôt on le prend en compte, eh bien, le mieux on va pouvoir se développer et évoluer dans le bon sens. Merci Charles-Maxence. Il reste vraiment, c'est dommage, parce qu'on pourrait faire au moins 2-3 émissions comme ça, mais c'est vraiment pratiquement la fin de l'émission. Baptiste Friskour, qu'est-ce que vous attendez quand il y a déjà tout ça, qu'on sait déjà tout ça et que tout est confirmé, sourcé, analysé. Qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant en matière de révélation qui nous ferait encore évoluer par rapport au phénomène extraterrestre? Alors, l'une des choses que j'attends avec impatience, oui, c'est des analyses sur des débris. C'est-à-dire qu'un des très grands chercheurs sur le sujet, le docteur Jacques Vallée, a récupéré une vingtaine de débris de différents cas de crash sur la planète. C'est souvent considéré comme rare, mais en fait, sur la longueur de l'histoire de la planète, on a un certain nombre d'engins crashés. L'examen de ces débris est par contre extrêmement compliqué puisqu'il a fallu qu'on attende une technologie développée il y a 2 ans pour commencer à pouvoir regarder comment était structurée la matière de ces débris. Et on observe des combinaisons en fait de nanomatériaux qui n'ont pas de rôle dans notre industrie. C'est-à-dire que techniquement, si on prend le meilleur de ce qu'on peut faire en industrie, on pourrait les reproduire, mais on n'a aucune technologie qui existe, qui aurait besoin de ces matériaux-là. Et donc, ce que j'attends avec une grande impatience, c'est une étude complète avec cette technologie qui permettrait d'avoir une première rétro-ingénierie publique de ces objets, puisque à partir de la reproduction de ces objets, on pourrait les utiliser pour développer des nouvelles technologies. Merci Baptiste Friskour. Chapeau pour toute cette connaissance, toutes ces connaissances, tout ce travail, tout ce sérieux. Là, on ne peut pas dire quel sérieux cette émission. Juste un mot de conclusion, Charles-Maxence, et nous aurons fini cette émission. Vraiment quelques mots. Merci de nous avoir accueillis et d'avoir permis qu'on puisse partager un peu l'état de l'art sur le sujet. C'est un peu ce qui nous animait il faut lire le bouquin, dans nos enquêtes respectives. Pour ma part, il y a un vrai enjeu on est dans un monde multipolaire d'un point de vue géopolitique. Et donc, ça veut dire qu'il y a une ufologie, c'est la même chose pour l'ufologie. Il y a une ufologie japonaise qui existe, il y a une ufologie chinoise, il y a une ufologie russe, il y a une ufologie sud-américaine, brésilienne. L'an dernier, on a eu 2 livres en français qui sont sortis sur des cas en Afrique. Donc, il y a une ufologie africaine qui est en train de se constituer, y compris avec des experts africains qui participent au dossier et qui compilent les cas et les informations. Et donc, soyons conscients que en regardant, en mangeant nos pop-corn, ce qui se passe sur la série télé américaine, on est embarqué dans un narratif qui nous amène à une certaine vision du dossier et du sujet, alors qu'en fait, d'autres visions sont possibles et qu'il est de notre intérêt à les prendre en compte. Parce que plus on aura de grilles de lecture, plus on va pouvoir le regarder en face et moins on va être dans la position de l'autruche et du déni. Eh bien, je pense que notre intérêt est de regarder les choses en face plutôt que de vouloir regarder ailleurs et être dans le déni ou le tabou. Eh ben, merci beaucoup, Charles-Maxence Layet. Le printemps des ovnis, l'hypothèse extraterrestre, les faits, le mythe, First Edition, avec une préface de Didier Van Clovelert. Voilà, de toute façon, vous l'avez là. Merci à tous les deux. Vraiment une émission passionnante et d'une rigueur. Chapeau. Voilà, la revue Géopolitique Profonde. Il faut s'abonner et si tel n'est pas encore le cas, vous pouvez avoir une semaine de gratuité. Donc n'hésitez pas, Géopolitique Profonde, nous sommes là sur la revue numéro 23. Vous obtiendrez ainsi des formations en ligne, en particulier en matière de décentralisation financière.
Allez, je pense que j'ai fini. Je regarde attentivement. Le nombre d'abonnés, tiens, est-ce que ça monte un peu, tout ça ? 319 315 abonnés sur YouTube. Allez, on continue à s'abonner, ceux qui ont pu écouter cette émission et qui ne l'auraient pas encore fait. Merci beaucoup pour votre attention aux uns aux autres et je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Protéger votre épargne des banques centrales et vous réinformer face aux mensonges d'État est notre priorité. Donc sous chacune de nos vidéos, vous trouverez différents liens pour lutter contre le système. Cliquez sur celui avec le téléphone rouge pour prendre rendez-vous avec nous et nous discuterons de nos solutions financières. En fonction de vos besoins, on vous proposera la solution qui vous correspond le mieux. On parlera de notre stratégie, le placement décentralisé 100% passif. Une solution clé en main pour placer votre épargne hors de France, des banques et de l'euro. Appelez-nous pour en savoir davantage. Cet appel est gratuit et bien sûr n'engage à rien. Au plaisir de discuter avec vous.